Bonjour à tous. Si tu investis en bourse, tu as forcément déjà investi ou pensé à investir dans cette entreprise. Elle est souvent mise en avant dans les médias qui te proposent de l'acheter. Elle sera exceptionnellement bien gérée et utile au pays. Et surtout, elle est soutenue par l'État. Cette entreprise est même plus que soutenue par l'État. Elle appartient à l'État. Je parle de Stratévise. Non, ne va pas chercher cette entreprise sur Internet, elle n'existe pas, du moins pas officiellement. Stratélise, c'est un néologisme que j'ai créé. C'est un mot valise pour dire stratégie Élysée. Il désigne un type d'entreprise dont je veux te parler dans cette vidéo. Quelles sont-elles, comment les repérer et surtout pourquoi j'estime qu'une entreprise stratélise peut te ruiner. Pour rappel, le projet boursier Quiet Wealth est de s'enrichir durablement en sélectionnant des actions aux fondamentaux exceptionnels pour viser un rendement stable et élevé. Et les entreprises stratégises sont les plus éloignées de ce que Quiet Wealth est. Elle a le pire type d'actionnaire possible, j'ai nommé l'État. Et ça, c'est pas bon pour ton portefeuille si tu as investi dedans. Si je te dis que tu as déjà investi dessus, ou pensé à le faire, c'est parce que tout le monde les connaît. Les voici, tu as des grands noms comme Airbus, Thales, Engie, ADP, Renault. Ce sont parmi les plus grandes capitalisations cotées en France, c'est pour ça que tu les as déjà vues. Elles sont tellement présentes dans l'univers boursier français que 15% du CAC 40 est composé d'entreprises stratégiques. Difficile de ne pas croiser l'État en bourse, car il est très présent au capital des entreprises. Dans certains cas, l'État possède une participation de l'ordre de 15%, comme Renault, mais cela peut monter jusqu'à 50,6% pour ADP. Il est assez présent dans le secteur de l'énergie et de la défense. Ce qui se comprend, ce sont des secteurs régaliens, vitaux pour la nation. On le compte présent aussi dans les grands projets industriels comme l'aéronautique, où l'État se pose en investisseur qui, je cite, voit loin. Et ça pose un gros problème, parce que l'État a presque toujours ruiné les investisseurs dans les entreprises où il était au capital, et des dizaines de milliers de Français ont déjà été ruinés. Et c'est même une habitude chez les Français qui investissent de faire confiance à l'État, et donc in fine de se faire ruiner. Je suis quand même assez troublé de voir qu'il y a un pattern assez visible chez beaucoup d'investisseurs. C'est un pattern en plusieurs étapes. L'étape 1, ils ne savent pas où investir, car souvent ils ne sont pas formés. C'est parfaitement ok, tout investisseur passe par cette étape. Ils trouvent donc de la réassurance dans les entreprises avec l'État actionnaire, car si l'État est là, c'est bon signe, non? Il va soutenir l'entreprise même quand elle est en crise, pas vrai? Eh bien non. Et bien souvent, c'est le contraire qui se passe, l'entreprise se retrouve ruinée. Pourquoi? Étape 3, l'État fait des mauvais choix, et donc les actionnaires perdent beaucoup d'argent. L'étape 4, c'est que l'investisseur remet de l'argent dans ce trou perdu en se disant bon, s'il baisse, ça va remonter, l'État est derrière, ça va aller. Et l'étape 5, c'est que ça continue de baisser. Et à la fin, en se renseignant, eh bien, l'investisseur finit par se rendre compte qu'il a fait un mauvais choix. Et quand il ferme sa position, il est souvent trop tard, il a perdu entre 50 et 70% et il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Je dois te dire que j'ai fait pareil au début. Quand j'ai commencé à investir en 2021, j'ai investi sur FDJ quand cela montait à son pic vers 51 euros. Puis est venu le crash à cause d'une commission d'enquête lancée par la Commission européenne. En clair, FDJ a reçu de l'État une soulte, un monopole, qu'elle avait payé à un prix dérisoire. Et cette enquête va déterminer combien FDJ va devoir payer en plus. On parle de potentiellement 1 milliard, ce qui est énorme pour une entreprise comme FDJ. À l'époque, quand ça a commencé à baisser, j'ai remis de l'argent en essayant en clair d'attraper le couteau qui tombe. Et j'ai fini par couper mes positions mi-2022 avec une grosse perte. Mais FDJ, c'est pas la seule histoire de perte d'argent pour les épargnants. C'est pas la plus parlante. Et pour vous montrer ça, je vais vous montrer des exemples, plutôt que des bonbons. Voici les performances sur 20 ans des entreprises du portefeuille de l'État. Vous voyez que dès que l'État se mêle d'économie, ça foire. Il y a beaucoup de rouge. Toutes les entreprises que vous voyez à l'écran sont les entreprises dans lesquelles l'État est actuellement actionnaire. Il n'y en a aucune qui, sur 20 ans, est dans le vert. Sauf pour le secteur de la défense. Ce qui est compréhensible car la défense ne peut pas être laissée au marché, c'est un secteur régalien. Et donc là, on a forcément une création de valeur. Je reviendrai plus tard sur pourquoi je ne crois pas au secteur de la défense pour investir. Mais en tout cas, sur tout le reste, l'énergie, les télécoms, l'automobile, les concurrents privés font bien mieux que l'État.
En termes de création de richesse, ça ne fait pas l'ombre d'un débat. Si vous avez investi sur l'État, vous vous êtes appauvri. Et ce que vous voyez ici, ce ne sont que les entreprises qui sont encore dans le portefeuille de l'État. Je ne vous ai même pas encore parlé des entreprises qui ont fait faillite. Et il y en a un paquet. Premier exemple, la Banque Dexia, qui a été très mal gérée financièrement. Les Français et les Belges, car c'est une entreprise franco-belge, ont investi dans les subprimes, il avant la crise de 2008, et ont racheté dans l'eau de dette pourrie européenne, puis avant la crise de la zone euro en 2011-2012. Elle a dû être recapitalisée 2 fois. Ceux qui ont investi sur cette entreprise, quand elle était cotée en bourse, ont perdu 2 fois. Un autre exemple, c'est Areva. Areva a été extrêmement mal piloté par le conseil d'administration, qui a multiplié les coûts pour les EPR, dont le fameux EPR de Flamanville, mais aussi un EPR en Finlande. Et Areva, après toutes ces nouvelles gestions, sa dette qui s'est envolée, son chiffre d'affaires qui s'est explosé, Areva a ensuite acté son retrait de la bourse en forçant les actionnaires privés à lui revendre ses actions à 4,50 €, soit une baisse de 94% si vous aviez investi en 2007 et 85% si vous aviez investi en 2011. Mais, très bien, imaginons, vous investissez sur les entreprises que l'État possède. Maintenant, vous investissez, vous faites une performance qu'on appelle backtestée, c'est-à-dire vous regardez la performance dans le passé. Eh bien, la performance backtestée du portefeuille de l'État sur 20 ans, dividende réinvesti, est de moins de 6%. C'est bien moins intéressant que 10 entreprises du CAC 40 où l'État n'est pas actionnaire, avec un rendement moyen de 9%. Et c'est bien loin derrière le portefeuille Quiet Wealth backtesté, où là, on a 13% de rendement depuis 2009. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a traité le sujet de l'État actionnaire, est-ce que la solution pour éviter les mauvaises surprises en bourse, ce ne serait pas juste d'éviter les entreprises où l'État est actionnaire, de n'investir que là où l'État français n'est pas actionnaire? Eh bien, oui et non. Oui, vous allez éviter beaucoup de placements douteux avec ça. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous recommande le grand économiste Charles Gave, qui a même créé un portefeuille sur les entreprises du CAC 40 dans lesquelles il n'y a pas l'État, qui est un beau portefeuille, hein, qui a dépassé le CAC 40. Mais le problème, c'est que l'État, il a plein de faux pour investir. Et vous risquez de vous retrouver avec l'État sous le nom d'une entité différente. Je vais vous donner quelques noms de usual suspects. Premièrement, la BPI, la Banque publique d'investissement, qui est selon le site du gouvernement, l'entité qui privilégie les prises de participation minoritaires en partenariat avec d'autres investisseurs privés. Vous avez ensuite la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'entité en France qui gère l'argent des contribuables pour des projets d'avenir comme par exemple les cités HLM. Et vous avez également le Fonds stratégique de participation. C'est un lobby bancaire fonctionnaire qui, lui, à ma connaissance, ne fait pas encore des entreprises cotées, mais qui investit dans énormément d'entreprises en France. Et vous avez même des fonds privés. Par exemple, l'ISALT, l'investissement stratégique en actions long terme, qui est en apparence un fonds d'investissement privé, comme par exemple Euraseo ou comme Main Street Capital aux États-Unis. ISALT est détenu à 39% par la Caisse des dépôts et consignations. Bref, la pieuvre de l'État a infiltré beaucoup d'entreprises et on va voir que les performances des entreprises où et souvenez de l'État ont des performances pourries. Je vais vous prendre l'exemple de Telsat. À première vue, l'État n'est pas dedans, mais on y retrouve la BPI et ISALT, donc la Caisse des dépôts et consignations. Je vous le donne en mille, l'entreprise est extrêmement mal gérée, elle est vraiment dans une situation noire, elle a complètement dévissé en bourse, et c'est très facile à expliquer. Eutelsat, à la base, c'est un business model très performant. Ils ont des satellites qu'on appelle en orbite hausse, en GEO. Ce sont des satellites coûteux qui donnent une connectivité Internet moyenne. Ces clients sont toujours les chaînes de télévision, les États, ainsi que les entreprises. En clair, ils ont un business B2B, business to business. Il y a 20 ans, ils étaient inconcurrencés parce que c'était les seuls qui avaient les moyens, notamment grâce à l'État français, pour envoyer des satellites en orbite haute, ce qui coûte très cher. Mais ils sont arrivés Elon Musk et Jeff Bezos. Ils ont annoncé il y a de cela plus de 8 ans qu'ils allaient démocratiser l'accès à Internet via l'espace. Eutelsat n'a rien fait pour se préparer à ce changement de modèle, alors qu'ils auraient pu, dès le début, prendre de l'avance sur Musk et Jeff Bezos. Musk et Bezos ont donc lancé des milliers de petits satellites en LEO, ce qu'on appelle en orbite basse, moins cher, plus fiable, et surtout tournés vers les consommateurs, vers des gens comme toi et moi. Maintenant que leurs satellites ont prouvé leur fiabilité, leur efficacité, aujourd'hui Starlink est quasiment disponible sur tout le globe,
Les entreprises, donc la clientèle classique de Eutelsat, passe également par leurs services. Eutelsat a donc vu son activité être siphonnée, ce qui est la conséquence de son manque de vision stratégique. Donc le bureau est censé élaborer la stratégie et au bureau Yaki, il y a des acteurs étatiques, c'est-à-dire le gouvernement français et le gouvernement anglais. Le meilleur aveu de cet échec, c'est l'interview de la directrice d'Eutelsat, qui admet dans le journal Le Monde, qui admet parfaitement que le business model de l'entreprise est foiré. Elle admet parfaitement l'échec d'Eutelsat. Beaucoup d'investisseurs d'ailleurs s'imaginent que Eutelsat va maintenant revenir dans la course depuis que l'entreprise a fait un partenariat stratégique avec OneWeb et sa constellation de satellites en orbite basse. Sauf que j'y crois pas du tout. Premièrement, quand vous regardez le nombre de satellites, Elon Musk en a 7000 via Starlink contre 600 pour OneWeb Eutelsat. Il n'y a pas photo, la masse n'y est pas, mais surtout, deuxième problème, pour rattraper son retard, il faut que OneWeb envoie massivement des satellites. Ça veut dire utiliser des fusées. L'Europe n'a pas. Nous n'avons que Ariane 6, et Ariane 6 est une fusée trop lourde, elle n'est pas adaptée, comme le sont les séries Falcon. Et en plus, Ariane 6 coûte beaucoup plus cher que Falcon 9, même Falcon Heavy. Donc Eutelsat part avec un désavantage fatal, pour moi qui ne pourra pas se rattraper, face à Starlink, qui elle bénéficie en plus de SpaceX, donc une entreprise d'Elon Musk également. Je cite cette même directrice de Telsat. Depuis une dizaine d'années, c'est effectivement Elon Musk qui donne le ton en développant Starlink, sa propre constellation de satellites, pour diffuser l'Internet au débit. Et il sera bientôt suivi par Jeff Bezos avec Kuiper. Bref, l'actionnariat public de Telsat a vu Elon Musk arriver, n'a strictement rien fait. Donc cette entreprise est littéralement morte sur une rampe. Mais ça, c'est une vieille histoire française. En fait, la France, souvent, elle invente une technologie qui est utile, et nos fonctionnaires la foutent en l'air. La France avait inventé Internet avant les Américains via le réseau Cyclade. Nos élites politiques l'ont détruit en favorisant le Minitel, car ils avaient peur des réseaux décentralisés. Les Américains ont repris l'exploit technique de Cyclade, ont créé l'ARPANET, qui deviendra Internet. Donc non, vraiment, l'État n'est pas un bon actionnaire. Et même sans l'État, il y a l'État. Votre analyse pour éviter les stratégies doit aller bien plus loin que de simplement regarder l'actionnariat. Regarder l'actionnariat, c'est l'étape 1 du processus. Des gares aux entreprises que j'appelle parapubliques. Je vous donne un exemple tout de suite, c'est l'entreprise Edenred. Ils gèrent les avantages des salariés, tickets restaurant, chèques d'hiver, etc., chèques cadeaux, chèques vacances. A priori, c'est un business solide. Toutes les entreprises de plus de 11 salariés doivent mettre en place des avantages salariaux. Sauf que tout ce secteur est intégralement réglementé par l'État. Et le moindre changement de normes, le moindre changement en décret ministériel peut ruiner l'investissement sur Edenred. Comme il y a de ça quelques jours, par exemple, l'État, le gouvernement a annoncé une refonte du secteur qui a fait paniquer le cours de bourse. Je cite Zone Bourse. Vendredi, l'État pourrait réformer les modalités d'utilisation des titres restaurants au détriment des émetteurs en limitant les commissions imposées aux commerçants à 2,5% contre 4%. Donc en clair, le gouvernement veut limiter l'argent qui va revenir dans la poche de Edenred. Quand vous êtes sur une entreprise comme ça, qui vit intégralement d'un secteur régulé par l'État, ce genre de nouvelles peut tuer votre investissement. Je sais sans doute que malgré ça, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, certains veulent encore miser sur des entreprises d'État, car ils pourraient les trouver intéressantes, pas chères, avec un bon business model, ok, soit. Si vous voulez vraiment investir dans des entreprises possédées par l'État, alors la meilleure option, selon moi, serait la FDJ. Quitte à être investi sur une entreprise où vous avez un risque de perdre beaucoup d'argent en faisant confiance à l'État, autant que ce soit une entreprise avec les meilleurs fondamentaux possibles. Selon les critères Quiet Wealth, elle a une note exceptionnelle. Si elle était 100% privée dans un secteur non dépendant de l'État, alors elle serait dans le portefeuille sans aucun doute. En attendant, moi je fuis ces entreprises comme la peste. Je n'achèterai jamais une entreprise stratégise, je n'achèterai jamais une entreprise où l'État est actionnaire. Je préfère rester sur les entreprises 100% capitalistes et privées. Je vous remercie d'avoir écouté cette première vidéo d'un format comme celui-ci et je vous retrouve bientôt pour la 3e revue du portefeuille.